What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 19 avril 2021. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce WoW? Bah, il y a à boire et à manger. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show commence par notre challenger numéro 1 au titre WWE de notre tout-puissant Bobby Lashley, Drew McIntyre. Et donc, Drew McIntyre, pourquoi il est dans le ring? Bah, tout simplement pour avoir des réponses à ces questions. Parce que, souvenez-vous, donc la semaine dernière, à la fin du main event que Drew McIntyre a remporté face à Braun Strowman et Randy Orton, Drew McIntyre a été attaqué par Mace et T-Bar, dont Drew McIntyre pense que ces derniers travaillent pour MVP et qu'ils ont rejoint le Hurt Business. Donc, Drew McIntyre veut savoir si ces derniers sont reliés à MVP. Et donc, nous avons MVP qui arrive et qui se justifie en disant que voilà, Bobby Lashley et MVP n'ont rien à voir avec l'agression de Drew McIntyre par T-Bar et Mace. Et donc MVP explique que voilà déjà qu'ils ont viré Shelton Benjamin et Cedric Alexander du Hurt Business, donc ils ne voient pas l'intérêt de recruter du monde, sachant que Bobby Lashley sait très bien que Drew McIntyre va perdre contre Bobby Lashley de manière clean. Et donc Drew McIntyre dit ouais ok ça coïncide et tout, mais ça reste quand même une coïncidence quand même que comme par hasard je gagne un main event. J'ai une nouvelle opportunité face à Bobby Lashley, je me fais attaquer par Mace et T-Bar. Et en parlant de Mace et de T-Bar, bah ces derniers attaquent une nouvelle fois Drew McIntyre. Et donc Drew McIntyre se fait exploser et Drew McIntyre est en colère. À quel point que après cette agression, il va voir Adam Pearce pour demander un match face à Mace et T-Bar. Et donc Adam Pearce accepte, mais il veut avant tout que Drew McIntyre ait un partenaire pour ce soir. Mais Drew McIntyre n'en a rien à faire, il veut les affronter dans un match handicap. Et Adam Pearce n'est pas très joyeux à cette idée, mais il finit par accepter. Et à noter que je ne vous ai pas dit, le champion de la WWE est absent. Bobby Lashley est absent et franchement ça fait bizarre et franchement je trouve ça un peu con parce que c'est quand même une rivalité entre Drew McIntyre et Bobby Lashley, donc ce serait peut-être un peu plus fun que Bobby Lashley soit présent, sachant qu'il est présenté comme président du Hurt Business, donc ça aurait été peut-être un peu plus charismatique que ce soit Bobby Lashley qui dise la phrase de MVP en disant que voilà je ne vois pas pourquoi je recruterais du monde alors que je sais que tout ça je peux te battre clean, donc pourquoi j'irais recruter en plus T-Bar et Mace, des mecs de rétribution quand même. Donc je vous dis honnêtement, ce WoW commence très mal. Et on commence par le premier match de la soirée, match tag team, les Viking Raiders contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Viking Raiders ont fait leur retour la semaine dernière durant le WoW après WrestleMania. Et bah le match, c'est comme la semaine dernière, victoire des Viking Raiders sur une équipe qui franchement avait fait très mal au cœur, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, sachant que ces derniers, il y a quand même quelques semaines, ils étaient au sommet de la division tag team et que maintenant, ils touchent au fond. Donc, à quoi ça a servi ce match? Je pense que personnellement, c'est pour mettre les Viking Raiders en avant, mais le problème, c'est que comme on n'avait pas le champion WWE, bah là on n'a pas les champions tag team. Et les champions tag team sont pas là depuis WrestleMania. Donc imaginez, les mecs ils ont remporté les titres face au New Day à WrestleMania, ils ne sont pas venus une seule fois à WoW pour se la péter en disant que voilà, on a démoli ni plus ni moins que le New Day. Et franchement, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'on va se diriger, pourquoi pas, sur une mise en puissance des Viking Raiders qui vont peut-être aller toquer à la porte d'AJ Styles et de Omos pour les titres par équipe? Pour moi, personnellement, ça semble le chemin adéquat. Et maintenant, nous allons dans le ring avec la reine Charlotte Flair qui a fait son retour elle aussi la semaine dernière et qui voilà, Charlotte Flair nous fait du Charlotte Flair. Donc c'est-à-dire que voilà, elle se vend en disant que voilà, c'est la plus grande superstar féminine à l'heure actuelle à la WWE. Elle était pas là à WrestleMania, mais ça l'a pas empêché d'être au centre de l'attention de beaucoup de personnes et que comme elle va affronter Asuka un peu plus tard dans la soirée, elle dit clairement qu'elle est capable de battre Asuka. Et là,
En parlant d'Asuka, nous avons Asuka qui arrive et qui s'apprête à parler, mais vite fait interrompu par la championne de Raw. En effet, Rhea Ripley arrive et elle dit tout simplement que elle connaît Asuka et elle sait très bien que Asuka a tout ce qu'il faut pour battre Charlotte Flair. Et Charlotte Flair ne respecte pas du tout Asuka parce que Asuka veut à tout prix parler, mais Charlotte n'arrête pas de l'interrompre, notamment en rappelant un petit détail qui fait très très mal à Asuka, comme étant donné que c'est Charlotte Flair qui a battu Asuka, qui a mis fin à sa fameuse série d'invincibilité lors de WrestleMania 34. Et Asuka donc a eu l'opportunité de parler. Elle a tout simplement dit qu'elle va battre Charlotte Flair et que Charlotte Flair n'est qu'une chienne. Et là c'est clair et net. Donc on voit clairement que les bases commencent à être fondées entre Asuka, Charlotte Flair et Rhea Ripley pour WrestleMania Backlash. Donc je pense très clairement qu'on va se diriger sur un triple menace entre ces trois catcheuses. Et maintenant on passe au deuxième match de la soirée, Riddle contre Randy Orton. Et avant, petit kick-off pour savoir pourquoi nous avons ce match. Tout a commencé donc en coulisses avec Randy Orton qui se fait interviewer par rapport à sa défaite la semaine dernière et puis surtout à sa lancée suite à sa victoire face à The Fiend à WrestleMania. Donc il explique très clairement que voilà, félicitations à Drew McIntyre qui a gagné son match, il a été opportuniste et donc il attend qu'une seule chose, c'est d'attendre le match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre pour se lancer dans la course au titre de champion WWE. Et là d'un coup nous avons Riddle qui arrive et qui tout simplement voilà manque de respect à Randy Orton. Il fait une proposition à Randy Orton de créer pourquoi pas une nouvelle équipe du nom de RK Bro. Mais Randy Orton en a ras-le-bol et du fait qu'il n'a pas aimé ce manque de respect de la part de Riddle, il demande à Adam Pearce un match contre Riddle. Donc nous avons finalement ce match. Et le match, franchement, il est très très beau. J'ai bien aimé. Alors que de base, on partait sur un match entre Randy Orton et Braun Strowman. Faut pas oublier. Et franchement, personnellement, je préfère mieux ce match plutôt que le match qui a été prévu. Car nous avons eu une énorme surprise. Car en effet, à la fin du match, nous avons Randy Orton qui veut porter son RKO pour la victoire, mais nous avons Riddle qui contre le RKO avec un roll-up pour battre Randy Orton. J'annonce à toutes les superstars WWE, oubliez toutes vos prises, et à preuve, le roll-up a battu le RKO qui est, selon Randy Orton, la prise la plus destructrice à la WWE. Je pense que Randy Orton, t'as un peu trop vendu ta prise, c'est la preuve, parce que le roll-up maintenant, c'est la prise la plus destructrice à la WWE, tu as perdu de manière clean grâce à un roll-up. Et donc Riddle récupère la plus grosse victoire de sa carrière, clairement, parce que Randy Orton, voilà, 14 fois champion du monde. Donc est-ce que WWE va se diriger sur une rivalité entre Riddle et Randy Orton? Franchement, je sais pas, mais franchement, si c'est le cas, je suis partant, parce que voilà, ça a été un très beau match, et ça peut être une très très belle rivalité pour Riddle et pour Randy Orton, en attendant, pourquoi pas, une opportunité au titre mondial. Bon, là, rien d'y penser, je suis pas bien. On va passer au flop total de la soirée, mais là, franchement, c'est le top des flops, là. Carrément, je le dis honnêtement, c'est le top du flop de la soirée. Nous avons un match tag team entre Anna et Naomi contre les championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax. Et donc, on va piquer un petit peu sur notre cher ami Suri, j'espère que tu m'en voudras absolument pas. Mais là, franchement, sur ce segment-là, si vous n'avez pas un abonnement à On nous remontre, là, vous allez être servi, vous avez une version d'essai d'une journée, clairement. Car en effet, durant le match, nous avons Mandy Rose et Dana Brooke qui arrivent et qui nous fait des rediffusions à gogo de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc en effet, en passant déjà d'une part, il y a glissade de Mandy Rose à WrestleMania, le fait que Nia Jax et Shayna Baszler se foutent carrément de sa gueule, et de ce qui s'est passé durant le match où Nia Jax s'est cassé 2 fois la gueule, et donc ça a pour but d'énerver Nia Jax, et donc Nia Jax se barre clairement alors que Shayna Baszler s'apprêtait à faire le tag. Et donc qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc la défaite des championnes par équipe. Franchement, je sais pas quoi dire, franchement c'est du gros n'importe quoi. Alors que tu vois du côté solo féminin, ils essaient plus ou moins de remonter la pente. Bah là, la division tag team, carrément, il t'a fait descendre. Et là, clairement, regardez comment on va dire. Solo féminin, tag team féminin. Clairement. Et on continue avec Miz TV Show
animé bien sûr par The Miz, avec comme invité spécial Maryse. Pas John Morrison, il est absent. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font comme la semaine dernière, donc ils vont vendre ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont vendre leur émission télé-réalité, The Miz et Mrs. Et surtout, que nous allons avoir un documentaire consacré à The Miz. The Miz, il est content, il célèbre avec sa femme, coupe de champagne, etc. Et nous avons Damien Priest. Damien Priest qui arrive et qui rappelle les faits encore de la semaine dernière en disant que voilà, The Miz a battu Damien Priest déjà de manière pas très égale et surtout d'une manière assez honteuse. Car en effet, Damien Priest avait déshabillé The Miz et donc The Miz avait fait tomber sur Damien Priest étant en caleçon. Et donc, ça a pas plu à Maryse. Et Maryse, comme vous savez, est québécoise. Elle nous a parlé français tabernacle. Et franchement, j'ai adoré parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup de personnes à la WWE qui parlent français. Donc on a majoritairement Maryse, Kevin Owens et Sami Zayn. Mais ces derniers sont québécois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de catcheurs américains qui parlent français, mis à part par exemple Regina qui est absent encore une fois. Et donc, Maryse s'énerve et donc propose un match entre Damien Priest et The Miz. Mais on voit clairement que The Miz n'est pas très serein, mais Maryse lui dit « T'inquiète pas. » Donc, est-ce que Maryse aurait un plan pour ce match? Et donc, on passe au match, et franchement, c'est un match tout comme la semaine dernière. Et à noter que Maryse a voulu faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire aider The Miz qui faisait un tombé sur Damien Priest avec l'aide des cordes. Et Maryse donc verrouillait les jambes de The Miz en s'appuyant au niveau des cordes. Sauf que Damien Priest ne s'est pas fait avoir et il a réussi à battre The Miz. Donc clairement, je sais pas où est-ce que WWE vont aller avec cette rivalité entre Damien Priest et The Miz. Mais j'espère sincèrement que ça va se terminer rapidement. Parce que j'adore ce catcheur, Damien Priest, il est classe. Et maintenant, on passe à un nouveau match. Kofi Kingston contre Elias. Et à noter que Xavier Woods n'est pas venu avec sa trompette Francesca, mais il est venu avec une nouvelle amie. En effet, il y a une nouvelle amie, c'est tout simplement une guitare. Donc peut-être moyen pour faire un peu chier Elias. Et on va passer par le match, c'est un match tout à fait classique. Mais à noter que c'est Elias qui a remporté le match. Donc Elias ni plus ni moins quand même un multiple champion par équipe et un ancien champion WWE. Donc on voit clairement qu'on va sur une rivalité entre le New Day contre Elias et Jackson Ryker, mais j'aimerais bien, pour être honnête, voir Elias et Jackson Ryker remporter le match et pourquoi pas se diriger vers la division tag team, vers les titres par équipe de War, parce que ça permettrait pourquoi pas de donner du sang neuf du côté de la division tag team masculin. Et maintenant, on passe en coulisses avec ma chouchou Alexa Bliss qui nous accueille dans sa playground, son aire de jeu, accompagnée bien sûr par sa nouvelle amie, la poupée Lily. Et donc, Alexa Bliss nous explique l'histoire de cette marionnette Lily qui a fait son apparition la semaine dernière. Et donc, Alexa Bliss nous dit grosso modo que cette marionnette, cette poupée, est là depuis des années, depuis que Alexa Bliss est toute petite. Et donc, elle nous dit très clairement que c'est cette poupée Lily qui, plus ou moins, et la manipule, lui dit ses décisions qu'elle doit prendre. C'est pour cette raison qu'Alexa Bliss a trahi The Fiend. Tout simplement parce que Lily n'aime pas The Fiend. Donc, Alexa Bliss envoie un message fort au roster féminin en disant que sa poupée Lily n'aime pas les catcheuses à War. Donc, est-ce que tout simplement c'est un message de la part d'Alexa Bliss en nous disant que elle s'est détachée de The Fiend pour pouvoir se concentrer du côté du titre de War? Franchement, ce serait génial. Et franchement, je vous cache pas, si on a un match entre Rhea Ripley et Alexa Bliss pour le titre féminin de War, j'y arriverai même pas à faire un duo aussi parce que ce sont mes deux catcheuses préférées. Mais est-ce que WWE va se diriger vers là? Parce qu'on a quand même du The Fiend à côté. Donc, est-ce que WWE continuerait cette rivalité entre Alexa Bliss et The Fiend, sachant que Bray Wyatt n'était même pas présent? Donc, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller, et franchement, ça nous maintient en haleine, et franchement, j'adore ça. Et maintenant, on passe au match de Drew McIntyre face à T-Bar et Mace dans un match handicap. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait attendre de ce match? On voit clairement que Drew McIntyre veut péter la gueule
à Mace et T-Bar, mais on voit d'un côté que Mace et T-Bar profitent du fait qu'ils sont en supériorité numérique pour mettre une misère à Drew McIntyre. Mais bien sûr, comme vous savez, tu peux pas rester plus de 5 secondes dans le ring quand tu es en match tag team, et donc ces derniers restent plus de 5 secondes, ce qui entraîne une disqualification. Et à incohérence totale, nous avons Braun Strowman qui vient à la rescousse de Drew McIntyre. Donc là, franchement, j'y ai pas du tout compris. Parce que je vous rappelle que Drew McIntyre a quand même battu Braun Strowman et Randy Orton pour devenir challenger numéro 1 au titre WWE. Donc je ne vois pas pourquoi Braun Strowman viendrait aider Drew McIntyre alors qu'en principe c'est son ennemi. Et on ne sait rien, on a une pub commerciale et on passe au match qui est devenu un match tag team. Et franchement, match tag team, j'ai adoré pour une seule et unique raison. Car en effet, durant sa promo en début de show, Drew McIntyre a critiqué les masques de T-Bar et de Mace. Et donc, durant le match, nous avons Drew McIntyre qui a retiré le masque de Mace et qui a utilisé ce masque pour frapper Mace au coin du ring. Ce qui a entraîné une disqualification de Drew McIntyre et de Braun Strowman, mais la bagarre continue. Et durant la bagarre, nous avons Braun Strowman qui a retiré le masque de T-Bar, ce qui a donc officialisé, pourquoi pas, une nouvelle équipe du côté de la WWE. Parce que je ne vous cache pas, on avait beau avoir T-Bar et Mace qui ont quitté Rétribution, je suis désolé, ils avaient l'habit de Rétribution, et en plus, ils avaient la musique de Rétribution. Donc ils avaient le même problème que Mustafa Ali. Car en effet, Mustafa Ali avait gardé la tenue et le logo plus ou moins de Rétribution. Donc on avait toujours tendance à railler ces catcheurs avec Rétribution. Donc est-ce que, pourquoi pas, le fait d'avoir démasqué T-Bar et Mace peut-être, c'est le cas Rétribution, et pourquoi pas avoir le retour des gimmicks anciennes de Mace et de T-Bar, pourquoi pas ils aillent effectivement du côté tag team, ou que les deux carrément se séparent pour aller du côté solo. C'est ce qu'on espère, parce que je ne cache pas, Rétribution c'était de la merde. Donc il serait temps de mettre un point final à Rétribution. Et maintenant, nous accueillons notre tout nouveau champion des États-Unis, Sheamus. Et donc, pourquoi nous avons Sheamus? C'est parce que, tout simplement, en coulisses, nous avons donc Adam Pearce qui a croisé Sheamus et qui a commencé à lui rapper John Cena. Donc, rappelez-vous, en 2015, quand John Cena était champion des États-Unis, ce dernier proposait des Open Challenge à chaque édition de War. Et donc Adam Pearce propose cette idée à Sheamus et Sheamus donc accepte. Et donc Sheamus est dans le ring pour nous dire que chaque semaine, il va défendre son titre des États-Unis dans un Open Challenge qui commence dès ce soir. Et donc nous avons le premier qui répond à cette offre de Sheamus, il s'agit d'Humberto Carrillo. Mais le match n'a même pas commencé car à l'entrée d'Humberto Carrillo, Sheamus s'attaque et le démolit totalement. Donc après, est-ce que c'est juste un moyen pour dire que Sheamus n'est pas John Cena, que certes il va peut-être proposer des Open Challenge, mais au lieu que le match commence, il va démolir ses adversaires avant que le match commence. Donc, franchement, je suis assez curieux et j'espère que ça va bien aller pour Sheamus, parce que Sheamus, il était au Zubi il y a déjà quelques mois, et depuis son départ de SmackDown pour Raw, Sheamus il est au sommet carrément. Et donc j'espère que son règne des États-Unis, et non, j'espère que son règne en tant que champion des États-Unis ne soit pas de la merde. Et maintenant, on passe au main event de la soirée, Charlotte Flair contre Asuka. Et donc, à noter que Rhea Ripley est aux abords du ring. Car en effet, Charlotte Flair a envoyé un message à Rhea Ripley durant sa promo en disant que Rhea Ripley est invitée à assister au match pour pouvoir prendre des notes par rapport à Charlotte Flair. Et le match, c'est clairement du Asuka Charlotte Flair comme on voit depuis des mois et des mois. Mais à noter que nous avons Rhea Ripley qui est aux abords du ring. Et donc à un moment donné, nous avons Charlotte Flair qui porte sa prise en 8 sur Asuka. Sauf que Charlotte Flair est près des cordes, ce qui permet donc à Rhea Ripley de casser la prise dans le dos de l'arbitre. Donc l'arbitre ne peut pas siffler de disqualification au profit de Charlotte Flair. Et donc Asuka en profite car en effet Charlotte Flair est donc distrait par Rhea Ripley pour lui porter un roll-up pour le compte de 3. Donc Asuka remporte le match par un roll-up. Bon, franchement, je suis un petit peu déçu c'est un main event féminin, d'ailleurs le premier depuis un bon moment déjà du côté de Raw.
et ce main event se termine par un roll-up, je suis un petit peu déçu. J'aurais tellement voulu au pire des cas que Asuka l'emporte avec un Asuka Lock, ça aurait été un peu plus gratifiant pour cette dernière. Et donc, après le match, nous avons Charlotte Flair qui pète carrément un câble, qui frappe donc l'arbitre responsable de ce match. Et donc, il y a d'autres officiels qui viennent pour arrêter Charlotte Flair, car je vous rappelle qu'il est strictement interdit de frapper un officiel à la WWE. Donc en gros, tu n'as pas le droit de frapper un arbitre. Et donc, c'est lors du Raw Talk que Adam Pearce annonce que Charlotte Flair va écourter d'une amende donc de $100,000 et aussi d'une suspension. Bien sûr, je tiens à préciser que c'est une storyline, ce n'est pas vrai cette amende et cette suspension. C'est juste, voilà, pour donner de la hype dans cette rivalité. Et donc, franchement, c'est un Raw moyen, quoi. Car vraiment, on a à boire et à manger. Car du côté masculin, il y a des beaux trucs, voilà, avec tout ce qui est autour de Drew McIntyre et de Bobby Lashley. Mais d'un autre côté, il y a des trucs qui sont assez horribles, notamment du côté tag team, où voilà, nous avons pas les champions qui sont présents, et nous avons des matchs, voilà, qui servent carrément à rien, comme Miz et Damien Priest, ou encore, pourquoi pas, Elias et Kofi Kingston. Mais du côté féminin, c'est encore pire, parce que tu as vraiment le top du top, avec la rivalité Asuka, Rhea Ripley, Charlotte Flair, mais vraiment le bas du fond dans la division tag team féminin. Je suis désolé, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre la rivalité du côté du roster tag team féminin. Ah ouais, mais il y en a une qui se casse la gueule à WrestleMania. Allez bim, on va en créer une rivalité. Allez hop, on a trouvé. Allez hop, c'est nickel. On va se foutre de la gueule de Mandy Rose toutes les semaines, ce qui va créer une rivalité. Et franchement, cette division tag team, j'en ai ras-le-bol. Quand je vous rappelle que quand même, il y a quelques mois, c'était des passages à travers une table de Lana pendant 9 semaines consécutives. Nous avons eu le cas du trou de Nia Jax. Et là, nous avons la glissade de Mandy Rose. Je ne vous cache pas que la division tag team féminin, c'est l'énorme point faible de la WWE. Donc, est-ce que la WWE ne devrait pas retirer ce titre tag team pour vraiment avoir une division solo? Parce que, franchement, je vais vous dire mon opinion de la division tag team féminin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, la division tag team, c'est l'équivalent du roster 24/7 du côté des hommes. Parce qu'on voit clairement que la division tag team féminin, c'est toutes les catcheuses qui n'ont aucun avenir de projet du côté solo. On le voit clairement. Parce que ça rime à quoi du côté solo Raw? C'est Asuka, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Tout le reste, elles sont dans le roster tag team. Et donc ça confirme le truc. C'est que il y a vraiment du pile ou face clairement. On a le top solo, le flop tag team, je le dis honnêtement. Et le problème, c'est que on voit que WWE cherche à améliorer son roster féminin avec du 109, avec Rhea Ripley. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo, je vous mets l'affiche juste en haut. Et nous avons la division tag team qui détruit tous les efforts qui sont fournis du côté solo. Et c'est ça le problème, c'est que les deux côtés ne vont pas dans le même sens. Alors que si les deux côtés vont dans le même sens, ça pourrait redonner du momentum du côté féminin. Le problème, c'est que il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis par rapport à Raw et les différents segments qui ont été présentés durant cet épisode. Je suis très curieux de connaître vos avis. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Et à la prochaine.